La pointe de la plume d'oie flottait à 1 millimètre du contrat, une larme d'encre noire suspendue entre le destin et le désastre. La main d'Élodie tremblait, non pas de froid, mais de la rage silencieuse qui brûlait sous sa peau. Autour d'elle, la bibliothèque du prince Louis-Alexandre de Valois était un mausolée de luxe et de pouvoir, les murs tapissés de livres reliés en cuir qui semblaient la juger en silence. L'air sentait le bois ciré, le papier ancien et l'arrogance d'un homme qui croyait pouvoir tout acheter, y compris une âme. De l'autre côté du bureau, en acajou massif, il attendait. Sa voix, un murmure de glace qui avait scellé son ultimatum quelques instants plus tôt, résonnait encore dans sa tête. « Signez. C'est le prix de votre liberté. » Une liberté qui ressemblait étrangement à une cage dorée, dont les barreaux étaient faits de soie et de diamants, mais des barreaux tout de même. Le silence était si lourd qu'elle pouvait entendre les battements affolés de son propre cœur, un oiseau pris au piège. Louis-Alexandre était l'incarnation même du pouvoir. Assis nonchalamment dans son fauteuil en cuir, il ne la regardait pas comme une femme, mais comme une acquisition, un objet d'art rare qu'il s'apprêtait à ajouter à sa collection. Ses yeux, d'un bleu aussi froid et profond que l'océan en hiver, analysaient chaque frémissement de ses doigts, chaque hésitation de son souffle. Un léger sourire narquois flottait sur ses lèvres parfaitement dessinées, le sourire d'un prédateur certain de sa victoire. Il portait un costume sur mesure qui épousait ses épaules larges avec une perfection insolente, et la lumière tamisée de la pièce se reflétait sur ses boutons de manchette en saphir. Chaque détail de son apparence criait sa supériorité, sa richesse, son contrôle absolu sur ce monde et désormais sur le sien. Elle se sentit soudain minuscule, une esquisse au fusain dans une galerie de chefs-d'œuvre à l'huile, une artiste de rue égarée dans le palais d'un roi qui ne connaissait que le langage de la possession et de la domination. Elle se souvenait de la peur, cette saveur métallique dans sa bouche, lorsqu'elle avait croisé le regard vide des hommes de main du prêteur sur gage. Elle se souvenait des nuits passées à dessiner sur les trottoirs de Paris, le froid mordant ses doigts, mais son esprit libre. Ce contrat était sa seule issue, un pacte faustien pour échapper à une violence certaine, mais à quel prix? Son regard s'échappa vers la haute fenêtre, où la pluie commençait à strier les vitres, brouillant les contours des jardins impeccables. La liberté était là, juste derrière cette vitre, si proche et pourtant inaccessible. Elle sentait le velours du siège sous ses vêtements usés, une caresse incongrue qui soulignait le gouffre entre leurs deux mondes. Elle n'était qu'une mendiante pour lui, une distraction, un pari. Si cette histoire, le sacrifice d'une âme pour la survie, touche déjà votre cœur, abonnez-vous pour vivre d'autres récits où l'amour naît des cendres de l'orgueil et de la douleur. Soudain, un changement subtil parcourut la pièce. La plume ne bougea pas pour signer, mais pour se relever lentement, défiant la gravité et l'autorité de l'homme en face d'elle. Élodie leva les yeux, plongeant son regard noisette empli d'une fierté indomptable dans le sien. Ce n'était pas un acte de rébellion ouverte, mais une question silencieuse, un rappel qu'elle n'était pas une chose inanimée. Elle était une femme, avec une volonté propre, même si les circonstances l'avaient acculée. Une étincelle de surprise traversa le regard glacial du prince. Sa mâchoire se contracta imperceptiblement. Il s'était attendu à des larmes, à une soumission tremblante, pas à cette flamme de défi qui dansait dans ses yeux. Pendant un instant, un seul l'équilibre des forces sembla vaciller. Il avait acheté sa dette, mais il comprenait maintenant que posséder son corps ne signifiait pas posséder son esprit. Ce silence tendu était une bataille à lui seul, une joute invisible où l'orgueil et la dignité s'affrontaient sans un mot. Il se leva alors, contournant le bureau avec la grâce souple d'un félin. Son ombre s'étendit sur elle, l'enveloppant, rendant la pièce encore plus petite, plus étouffante. Il s'arrêta juste à côté de son fauteuil, se penchant vers elle jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps et le parfum subtil de son eau de Cologne, un mélange de cuir et d'épices qui lui brouillait les sens. Sa voix, quand il parla, n'était plus un ordre mais une caresse empoisonnée, un murmure grave et persuasif à son oreille. Pensez à la sécurité, Élodie. Plus jamais de nuit dans le froid. Des robes de soie, des repas chauds, le respect de tous. N'est-ce pas un échange équitable pour un simple nom sur un morceau de papier? Il ne la menaçait pas, il la séduisait avec la promesse d'un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer, peignant sa prison avec les couleurs les plus chatoyantes,
transformant le son des chaînes en une douce mélodie de promesses et de confort. Son geste final fut d'une intimité dévastatrice. Sa main, grande et chaude, se posa sur la sienne, celle qui tenait toujours la plume en suspens. Son contact fut un choc électrique, une brûlure qui traversa sa peau et atteignit directement son cœur. Ce n'était ni violent ni brutal, mais c'était une affirmation de possession, une manière de guider sa volonté par la sienne. Sous la pression douce mais inflexible de ses doigts, la plume s'abaissa. Le crissement de la pointe sur le parchemin fut le son le plus assourdissant qu'elle ait jamais entendu, le son d'une vie qui se brise et d'une autre qui commence. L'encre s'infiltra dans les fibres du papier, traçant les lettres de son nom comme une épitaphe sur la tombe de sa liberté. Elle avait signé. La porte de la bibliothèque sembla se refermer avec un écho final dans son âme, là scellant à l'intérieur de ce nouveau monde, à la merci de son magnifique et cruel geôlier. Les portes de la bibliothèque se refermèrent derrière elle avec la finalité d'un tombeau. Élodie fut conduite à travers des couloirs qui semblaient s'étirer à l'infini. Des galeries de miroirs où son reflet, vêtu de haillons, semblait une profanation. On la mena dans une chambre plus grande que l'appartement entier de son enfance, où une baignoire en marbre fumait déjà, parfumée aux huiles exotiques. Des robes de soie et de velours étaient étalées sur le lit à baldaquin, un arc-en-ciel de richesse qui la rendait nauséeuse. Des servantes aux visages impassibles la déshabillèrent et la lavèrent comme une poupée, leurs mains expertes mais dépourvues de toute chaleur. Chaque caresse du tissu précieux sur sa peau était une brûlure, chaque bouchée du repas qu'on lui servit, un poison. Elle était passée du froid, mordant des rues, à la chaleur étouffante d'une cage dorée. Et pour la première fois, elle comprit que la faim du corps n'était rien comparée à la famine de l'âme. Une image s'imposa à son esprit, si vive qu'elle pouvait presque sentir l'odeur de la térébenthine et du bois fraîchement coupé. Le souvenir de l'atelier de son père, un lieu baigné d'une lumière dorée où la poussière dansait dans les rayons du soleil comme de la poudre de fée. Elle se revit, petite fille, assise sur un tabouret trop haut pour elle, observant avec une admiration silencieuse les mains de son père transformer une toile blanche en un paysage vibrant de vie. Il lui avait appris que l'art n'était pas une décoration, mais une vérité, la seule capable de survivre à la tyrannie du temps et des hommes. Sa mère, à côté, lisait de la poésie à voix haute, sa voix douce se mêlant au crissement du pinceau sur la toile. C'était un monde où la richesse se mesurait en couleurs, en histoires et en amour. Un royaume perdu dont elle était la dernière et unique héritière, désormais exilée dans un empire de froide opulence. Puis, le souvenir se teinta de la couleur de la suie et de la cendre. La nuit où les flammes avaient tout dévoré, non seulement leur modeste maison, mais aussi ses parents, emportés dans un sommeil dont ils ne s'étaient jamais réveillés. Le choc avait été si brutal qu'il avait gelé ses larmes. Du jour au lendemain, elle était devenue une curiosité tragique, puis un fardeau. Les dettes de son père, contractées pour acheter des pigments rares ou aider un ami dans le besoin, firent surface monstrueuse et insatiable. Les mêmes voisins qui l'avaient pu grandir détournaient le regard. Les amis de la famille lui fermèrent leurs portes. Elle apprit la cruelle vérité que la pauvreté est une maladie contagieuse aux yeux du monde. Sa chute ne fut pas une lente descente, mais un plongeon brutal dans un abîme de solitude, la poussant des braséments de sa famille aux pavés indifférents et glacés de Paris. C'est là, dans les rues de Montmartre, qu'elle avait enduré la plus profonde des humiliations. Elle dessinait des portraits à la craie sur le sol, ses doigts gourds de froid, pour quelques pièces jetées avec un mélange de pitié et de dégoût. Elle se souvenait d'un jour de pluie fine où une femme élégante dont elle avait autrefois peint le portrait avec son père s'était arrêtée. Leurs regards s'étaient croisés. Un éclair de reconnaissance immédiatement étouffé par la honte. La femme avait tiré son enfant par la main, pressant le pas comme si Élodie était la peste incarnée. Cette indifférence, ce déni de son existence, l'avait blessée plus que la faim ou le froid. C'est ce jour-là qu'elle avait juré de ne plus jamais accepter la pitié de personne. Son art était devenu son armure, sa fierté, un rempart silencieux contre un monde qui avait tenté de l'effacer. Dans le silence oppressant du palais, cette fierté était sa seule ancre. Lorsque les servantes lui présentèrent un collier de diamants qui scintillait d'une lumière froide et agressive, elle le refusa d'un simple mouvement de tête,
choisissant de laisser son cou nu. Son refus, poli mais inflexible, sema un trouble palpable parmi le personnel. Elle n'était pas la créature soumise qu'ils attendaient. Elle explorait le château non pas avec l'émerveillement d'une paysanne, mais avec l'œil critique d'une artiste, trouvant la beauté non pas dans les dorures ostentatoires, mais dans la façon dont la lumière du soir filtrait à travers une fenêtre poussiéreuse ou dans la texture d'un vieux mur de pierre. Elle trouvait refuge dans une bibliothèque abandonnée, où, avec un bout de charbon de bois volé dans une cheminée, elle recommençait à dessiner sur des pages vierges de vieux registres, non pas des portraits pour survivre, mais des images pour se souvenir de qui elle était. Louis-Alexandre l'observait de loin, perplexe. Il avait orchestré cette prise de possession avec une précision chirurgicale, s'attendant à briser son esprit pour mieux le remodeler à sa guise. Pourtant, elle lui échappait. Elle portait ses robes de créateur avec la même distance qu'elle portait ses haillons. Elle mangeait sa nourriture sans plaisir et parcourait ses jardins sans joie. Il avait acheté son corps, sa présence, son nom, mais son âme restait un territoire inviolé, une forteresse silencieuse dont il ne possédait pas la clé. Un soir, il la vit près d'une fenêtre, le regard perdu vers la lune. Et pour la première fois, il ne vit pas une mendiante qu'il avait sauvée, mais une reine en exil, dont la dignité silencieuse était un défi plus grand que n'importe quel cri de révolte. Un sentiment étrange, un mélange d'irritation et d'une admiration involontaire, commença à naître en lui. Le jeu qu'il pensait maîtriser devenait soudain bien plus complexe. La nuit était tombée sur le domaine, drapant le château d'un silence de velours que seule la lune osait perturber. Louis-Alexandre la trouva non pas dans les salons dorés où il l'avait imaginé se morfondre, mais dans l'aile ouest oubliée, au cœur d'une bibliothèque abandonnée dont l'air sentait le papier jauni et les souvenirs endormis. Elle était assise à même le sol en marbre froid, le dos appuyé contre une étagère massive, un seul ray de lumière argentée traversant une haute fenêtre pour éclairer la scène. Devant elle, sur une large page de registre vierge, une esquisse au fusain prenait vie sous ses doigts. Elle était si absorbée par son art, par ce dernier refuge de son identité, qu'elle ne l'entendit pas approcher. Pour la première fois, il la voyait non comme une acquisition, mais comme une créature sauvage et secrète, recréant un monde qui lui appartenait au milieu des ruines de sa liberté. Elle était magnifique dans sa concentration, une madone de poussière et de défi. Le son de ses pas sur la pierre fit enfin écho dans le silence sépulcral. Le crissement de ses souliers vernis était une intrusion, une note discordante dans la symphonie silencieuse qu'elle avait composée. Élodie se figea mais ne sursauta pas. Lentement, avec une grâce maîtrisée qui le désarma, elle leva la tête. Ses yeux, dans la pénombre, brillaient d'une lueur intense, un mélange de méfiance et de fierté farouche. Son ombre à lui s'étendit sur le sol, recouvrant son dessin, l'effaçant symboliquement de sa présence imposante. Il s'arrêta à quelques pas, les mains dans les poches de son pantalon parfaitement coupé, l'observant comme un entomologiste étudierait un papillon rare et rebelle. Il ne dit rien, laissant le silence s'épaissir, s'alourdir, devenir une arme. Il voulait qu'elle parle la première, qu'elle trahisse une once de peur, qu'elle reconnaisse son autorité. Mais elle resta muette, son regard ancré dans le sien, un duel silencieux engagé au milieu des fantômes des livres. Il fit un pas de plus, se penchant pour examiner l'esquisse. C'était un visage d'enfant, celui d'un garçon des rues, le regard plein d'une tristesse et d'une sagesse bien au-delà de son âge, un chef-d'œuvre de vulnérabilité. Son regard à lui remonta des traits de fusain aux doigts d'Élodie, maculés de noir. Une tache de poussière de charbon marquait sa joue, une imperfection qui, étrangement, ne faisait que rehausser la pureté de ses traits. Une impulsion irrépressible le poussa à tendre la main, non pour toucher le dessin, mais pour effacer cette marque, pour la nettoyer, la polir, l'intégrer à son monde immaculé. Mais avant que ses doigts n'atteignent sa peau, elle recula vivement, un mouvement presque imperceptible mais aussi définitif qu'une porte claquée. Son geste à elle disait « Ne me touchez pas, n'essayez pas de m'effacer ». L'air entre eux crépita, chargé d'une électricité faite de défis et d'une curiosité presque douloureuse. La surprise le frappa. Personne ne lui résistait. Personne. Un sourire glacial étira ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. Il changea de tactique, sa voix devenant douce, presque caressante, un poison sucré. « Votre talent est indéniable.
C'est un don rare, un diamant brut. Dommage qu'il ait été gaspillé sur les trottoirs. Chaque mot était choisi, une pierre polie lancée avec une précision cruelle, destinée à la fois à complimenter et à rabaisser. Il ne parlait pas de son art, mais de son passé, de sa pauvreté, la lui jetant au visage sous le couvert d'un éloge. Il voulait la voir vaciller, la forcer à reconnaître qu'il était son sauveur, le mécène qu'il avait tiré de la boue. Il vit une lueur de douleur traverser son regard, une blessure fugace qu'elle s'empressa de dissimuler derrière son masque d'impassibilité. Mais il l'avait vue, et cette vision lui procura une satisfaction amère, un triomphe qui laissait un goût de cendre dans sa bouche. Il s'accroupit alors devant elle, abolissant la distance, violant son espace personnel avec une assurance royale. Leur monde se réduisit à cet espace confiné, éclairé par la lune. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, distinguer les fils d'or dans le bleu glacial de ses iris, sentir le parfum subtil de bois de santal et de cuir qui émanait de lui. Il n'était plus une ombre menaçante, mais un homme terriblement, dangereusement réel. Sa main se leva de nouveau, plus lentement cette fois, et se posa sur la sienne, celle qui tenait le fusain. Son contact fut un incendie. À travers la peau, elle sentit non seulement le pouvoir, mais aussi une solitude profonde, un froid qui semblait émaner du plus profond de son être. Leurs regards restèrent liés, et dans ce silence, quelque chose d'ancien et d'inévitable passa entre eux. Une reconnaissance d'âme à âme, deux exilés se rencontrant dans des déserts différents. Sa voix, quand il parla enfin, n'était plus qu'un murmure rauque, une confidence faite à elle seule dans l'intimité de la nuit. Vous vous cachez derrière votre fierté comme derrière une forteresse, petit artiste, mais n'oubliez jamais qui en possède les murs. Il resserra sa prise sur ses doigts, les forçant à lâcher le morceau de charbon qui tomba sur le marbre avec un claquement sec et dérisoire. Puis, aussi soudainement qu'il s'était approché, il se releva et partit sans un regard en arrière, la laissant seule dans la bibliothèque silencieuse. Elle resta immobile, le cœur battant à tout rompre, la peau brûlante là où il l'avait touchée. Il n'avait pas brisé sa volonté, mais il avait fait bien pire. Il avait fissuré son armure, laissant entrevoir la terrifiante possibilité qu'en dessous de la haine et de la peur, une autre émotion, bien plus dangereuse, commençait à prendre racine. Le premier dîner fut un champ de bataille silencieux. Servi dans une vaisselle d'or massif, sous le regard impassible de portraits d'ancêtres qui semblaient juger sa présence incongrue, Élodie jouait son rôle avec une perfection glaciale. Elle répondait par des monosyllabes polis, son regard ne quittant jamais son assiette, transformant la table immense en un no man's land entre eux deux. Louis-Alexandre sentait la colère monter, une vague froide et maîtrisée. Il s'attendait à des larmes, à de la maladresse, à une peur qu'il aurait pu dompter. Au lieu de cela, il faisait face à un mur de dignité polie, une résistance passive plus exaspérante que n'importe quelle rébellion ouverte. Le moment décisif arriva avec le vin. Lorsque le sommelier s'approcha pour remplir son verre de cristal, elle posa délicatement 2 doigts sur le rebord, un geste subtil, mais sans équivoque de refus. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant, chaque serviteur retenant son souffle. Elle n'avait pas dit un mot, mais son message était clair. Vous pouvez contrôler mon corps, mais pas ce qui y entre. Il la confronta plus tard dans la grande galerie dont les murs étaient couverts de miroirs vénitiens. Leurs reflets se multipliaient à l'infini, un prince et sa captive piégés dans un labyrinthe de verre. Il s'avança vers elle, sa silhouette sombre et imposante se découpant sur la lumière des chandeliers. Sa voix était un sifflement bas, une menace contenue qui vibrait dans l'air. C'était une performance impressionnante, mais n'oubliez pas que le metteur en scène, c'est moi. Chaque scène, chaque réplique m'appartient. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait voir la flamme dangereuse dans ses yeux. Il voulait la voir trembler, la voir céder sous le poids de son autorité. Mais elle leva simplement le menton, son regard rencontrant le sien dans le miroir. Elle ne voyait pas une captive, mais une femme, et dans son reflet à lui, pour la première fois, elle perçut une fissure dans le masque de marbre, une lueur de confusion qui trahissait son assurance. « Vous avez acheté un contrat, monseigneur, pas une âme. Vous possédez ma présence, mais mes pensées, mes refus, ma dignité. Cela reste ma propriété exclusive. » Sa voix était calme, posée, mais chaque mot était une pierre acérée, lancée contre l'armure de son orgueil.
Elle fit un pas de côté, se détachant de son ombre oppressante pour se placer face à une haute fenêtre donnant sur les jardins nocturnes, parfaitement entretenus, symétriques, sans une seule feuille hors de sa place. Une prison de beauté. Vous pouvez m'enfermer dans ce palais, me couvrir de diamants et de soie, mais vous ne ferez jamais de moi l'un de vos objets d'art. Je ne suis pas une statue que l'on place où l'on veut. Je suis vivante, et je me souviens du ciel même quand je ne vois que vos plafonds dorés. C'était la première fois qu'elle lui parlait ainsi, non pas avec la peur d'une mendiante, mais avec l'insolence d'une égale. Un rire sec, dépourvu de toute joie, s'échappa des lèvres de Louis-Alexandre. Il était stupéfait. Cette femme, qu'il avait sortie du caniveau, osait le défier avec une éloquence qui le désarmait. Il s'approcha de la fenêtre à son tour, non pas pour la dominer, mais pour regarder ce qu'elle regardait. La nuit, la liberté illusoire au-delà des grilles du domaine. Le jeu devenait plus intéressant, plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il ne voulait plus simplement la briser. Il voulait la comprendre. Qu'est-ce qui animait cette flamme indomptable dans les yeux d'une femme qui n'avait rien? « Vous êtes une énigme, Élodie », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Ce n'était pas un compliment, mais une constatation. L'aveu d'un homme habitué à tout savoir, à tout contrôler, qui se retrouvait face à un mystère qu'il ne parvenait pas à percer. Pour la première fois de sa vie, il désirait quelque chose qu'il ne pouvait pas simplement acheter. Le bal annuel des Valois fut leur nouvelle arène. Louis-Alexandre avait fait déposer dans sa chambre une robe spectaculaire, une création de satin bleu nuit constellée de milliers de minuscules diamants, imitant un ciel étoilé. C'était une déclaration de possession, une façon de la marquer comme sienne aux yeux de toute la haute société. Il s'attendait à ce qu'elle la porte, soumise. Elle apparut au sommet du grand escalier, vêtue de la robe, en effet. Mais elle avait refusé tous les bijoux, laissant son cou et ses bras nus. Ses cheveux n'étaient pas relevés en un chignon sophistiqué, mais simplement tressés en une longue natte qui tombait sur son épaule, comme une paysanne. Elle avait transformé sa parure de reine en un costume, un rappel silencieux et provocateur de ses origines. Tous les regards se tournèrent vers elle, puis vers lui. Le murmure de la foule était un serpent qui rampait dans la salle de bal. Le défi était public, et dans les yeux de Louis-Alexandre, la fureur luttait contre une admiration involontaire et dévorante. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient une valse forcée, leur proximité était une torture exquise. Leurs corps se touchaient, mais leurs esprits s'affrontaient. Sous le couvert de la musique, sa main se resserra sur sa taille, une punition subtile. « Vous aimez jouer avec le feu, n'est-ce pas ?» siffla-t-il à son oreille, son souffle chaud contre sa peau. Elle ne scia pas, son regard ancré dans le sien. « Je n'ai plus peur de me brûler, prince. J'ai déjà connu le froid des cendres. » Leurs pas étaient parfaits, leur sourire de façade impeccable, mais entre eux, une guerre faisait rage. Il la fit tournoyer, la ramenant brutalement contre lui. Et pour un instant, sous les lustres de cristal, le prédateur et sa proie devinrent indiscernables. Le désir et la haine s'en mêlèrent en un nœud si serré qu'il était impossible de les démêler. Il réalisait avec une clarté terrifiante que la cage qu'il avait construite pour elle avait peut-être 2 prisonniers et que son propre cœur battait désormais contre les barreaux. La valse s'était achevée, mais la brûlure de sa main sur sa taille persistait, une empreinte de feu sur la soie de sa robe. Élodie se sentait étrangement désorientée, comme si la musique et le tourbillon des corps l'avaient transportée dans une autre réalité, une où la haine et le désir pouvaient coexister dans un même souffle. Pour la première fois, en le regardant la guider à travers la foule dorée, elle avait vu au-delà du prince arrogant une lueur de solitude qui faisait écho à la sienne. Une lueur fragile et insensée d'espoir avait commencé à poindre dans son cœur, l'idée terrifiante qu'il pouvait y avoir une vérité cachée sous le masque de marbre, qu'elle n'était peut-être pas seulement le pion d'un jeu cruel. Elle observait les visages souriants, les bijoux étincelants, et se sentait comme une actrice dans une pièce dont elle commençait à oublier le rôle, dangereusement proche de croire que le décor était réel, et que le personnage du prince pouvait un jour devenir un homme. C'est alors que Philippe, le frère cadet de Louis-Alexandre, s'approcha d'elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. Il était l'ombre de son frère, plus fin, plus serpentin, son élégance empreinte d'une cruauté discrète. Il lui offrit une coupe de champagne, son geste faussement prévenant. « Ma chère belle-sœur, vous êtes la reine de la soirée.
Mon frère a surpassé toutes les attentes. Un pari audacieux, n'est-ce pas, de transformer une fleur des pavés en rose de salon? Le mot pari flotta dans l'air, suspendu comme une goutte de poison. Élodie sentit un froid glacial s'insinuer dans ses veines, figeant le faible espoir qui venait de naître. Le sourire de Philippe s'élargit, en voyant la confusion puis l'horreur poindre dans son regard. « Oh, ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Louis-Alexandre est un joueur invétéré. Et cette fois, il semble bien qu'il ait remporté la mise la plus originale de toutes. » Le monde autour d'elle se mua en un vacarme assourdissant et lointain. Les visages, la musique, les lumières, tout se brouilla en une tapisserie insensée. Elle murmura une excuse incohérente et s'éloigna, guidée par une certitude terrible, une intuition qui lui glaçait le sang. Elle se dirigea vers le bureau privé de Louis-Alexandre, une pièce qu'il lui avait interdite. La porte était entr'ouverte. Sur le grand bureau en acajou, sous la lumière crue d'une lampe, reposait une lettre. L'écriture était celle de Philippe, élégante et acérée. Elle la saisit, ses doigts tremblants. Chaque mot était un éclat de verre s'enfonçant dans son cœur. Les termes du pari y étaient décrits avec une précision clinique et méprisante. Dompter la petite sauvageonne de Montmartre, la parader au bal annuel, et prouver qu'avec assez d'argent et de pouvoir, même l'âme la plus fière pouvait être achetée et remodelée. Son mariage, sa vie, sa vulnérabilité naissante, tout n'était qu'une mise dans un jeu cynique entre deux frères blasés. Elle retourna dans la salle de bal, mais elle n'était plus la même femme. La fragilité avait laissé place à une colère froide, une dignité brisée mais tranchante comme du silex. Elle fendit la foule scintillante comme un spectre traversant un banquet, ses yeux fixés sur un seul point, Louis-Alexandre, qui riait avec un duc près de la cheminée monumentale. Il la vit approcher et son sourire s'effaça, remplacé par une expression interrogatrice en voyant la pâleur mortelle de son visage et la lueur de tempête dans son regard. Elle ne s'arrêta qu'à quelques centimètres de lui, ignorant le duc qui s'éclipsa, sentant la tension palpable. Le silence se fit autour d'eux, une ondulation qui se propagea dans toute la salle. La musique elle-même sembla hésiter, les violons s'éteignant peu à peu. Tous les regards étaient tournés vers eux, le prince et la mendiante, au centre de leur monde doré qui s'apprêtait à voler en éclats. Sa voix, quand elle parla, n'était pas un cri, mais un murmure glacial qui porta dans le silence soudain avec une clarté terrifiante. « Félicitations, monseigneur. » Elle leva la lettre, le papier tremblant légèrement dans sa main. « Il semblerait que vous ayez gagné votre pari. » Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Elle déplia la feuille et lut, sa voix gagnant en force à chaque mot empoisonné. « 100 000 francs si tu parviens à la faire tienne, à la présenter au bal comme une véritable princesse et à briser cette fierté ridicule qui t'a tant offensé. » Le silence devint pesant, suffocant. Elle fixa Louis-Alexandre dont le visage était devenu un masque de fureur et de stupeur. Elle avait arraché son masque devant toute sa cour, révélant le monstre cynique en dessous. Elle ne l'avait pas seulement exposé, elle l'avait anéanti, utilisant ses propres armes, sa propre cruauté, pour le détruire publiquement. Elle ne lui laissa pas le temps de répondre, de se justifier, de la foudroyer du regard. Il n'y avait plus rien à dire. Avec un geste lent et délibéré, elle froissa la lettre entre ses doigts et la laissa tomber à ses pieds, comme une ordure. Puis, sans une larme, le dos parfaitement droit, elle lui tourna le dos. Elle traversa la salle de bal, sous le regard médusé de centaines d'invités, chaque pas résonnant dans le silence comme un coup de marteau sur un cercueil. La grande porte à double battant s'ouvrit devant elle et se referma derrière elle avec un bruit sourd et final, la coupant de ce monde de mensonges et de dorures. Elle le laissait seul, au milieu de sa victoire devenue cendre, prisonnier du silence assourdissant de sa propre humiliation, une humiliation bien plus profonde et durable que celle qu'il avait jamais voulu lui infliger. Le prince avait gagné son pari, mais il venait de perdre bien plus que son âme. Le vent glacial de la nuit parisienne fut la première chose réelle qu'Élodie sentit après avoir fui la chaleur suffocante de la salle de bal. C'était une caresse brutale et purificatrice sur ses joues en feu, lavant les derniers vestiges de l'illusion et du mensonge. Ses pieds, dans des souliers de satin inadaptés aux pavés inégaux, la portèrent à travers les rues endormies, loin des lumières dorées du palais, qui semblaient maintenant la poursuivre comme des yeux accusateurs. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle s'éloignait.
Chaque pas était une affirmation, un mot arraché au silence qu'on lui avait imposé. Elle ne pleurait pas. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir, une faiblesse que le monde qu'elle venait de quitter aurait dévorée avec avidité. Elle trouva refuge dans l'ombre d'une vieille église, s'asseyant sur les marches froides, et pour la première fois depuis des semaines, elle respira un air qui n'appartenait qu'à elle, un air libre et amer, le goût de sa solitude retrouvée. Dans la salle de bal, le silence était devenu une entité physique, un dôme de verre invisible qui s'était abattu sur l'assemblée. Louis-Alexandre resta immobile, une statue de marbre au milieu de son propre triomphe en ruine. Les murmures avaient repris, venimeux et curieux, mais il ne les entendait pas. Son univers s'était rétréci à la porte massive qui s'était refermée sur elle, et aux morceaux de papier froissé qui gisaient à ses pieds, témoignage de sa victoire la plus creuse. Il sentit des centaines de pères d'yeux le disséquer, non plus avec admiration, mais avec une pitié mêlée de mépris. Il avait toujours maîtrisé chaque regard, chaque silence, chaque nuance du pouvoir. Ce soir, il était nu, dépouillé de son armure d'arrogance par une femme qui n'avait rien d'autre que sa dignité. Le champagne dans sa coupe avait perdu son éclat. Le son des violons était devenu une plainte discordante. Il était seul, plus seul qu'il ne l'avait jamais été, au sommet d'un empire de cendres. Les jours qui suivirent furent un long tunnel de silence et de grisaille. Élodie avait trouvé une chambre minuscule sous les toits de Montmartre. Un retour brutal à la vie qu'elle avait connue. Mais cette pauvreté lui semblait désormais honnête, presque réconfortante. Elle avait recommencé à dessiner, ses doigts retrouvant avec une ferveur désespérée le contact familier du fusain. Elle dessinait la fureur, la trahison, les visages masqués du bal, des caricatures cruelles et cathartiques. Mais lorsqu'elle tentait d'esquisser le visage de Louis-Alexandre, sa main se figeait. Elle ne parvenait pas à capturer la froideur de ses yeux sans se souvenir de l'éclair de vulnérabilité qu'elle y avait parfois décelé, ni la cruauté de son sourire sans se rappeler la chaleur de sa main sur la sienne durant cette valse maudite. La haine était une émotion simple, mais ce qu'elle ressentait était une chose bien plus complexe et douloureuse, un enchevêtrement de mépris et d'un regret lancinant pour un amour qui n'avait été qu'un mirage. De son côté, Louis-Alexandre errait dans les couloirs de son palais comme un fantôme. Chaque pièce était imprégnée de son absence. Le silence, autrefois son allié, était devenu son tortionnaire, lui renvoyant l'écho de sa propre solitude. Il évitait la grande salle de bal, mais se retrouvait inexorablement attiré par la bibliothèque où tout avait commencé. Le contrat, toujours posé sur son bureau, semblait le narguer, un monument à sa folie. Il passait des heures devant la haute fenêtre, celle où elle se tenait souvent, le regard perdu vers un horizon qu'il ne pouvait pas voir. Il essayait de voir le monde à travers ses yeux, de comprendre la nature de cette force indomptable qu'il avait tenté de briser et qui, au final, l'avait brisé lui. La colère initiale avait laissé place à un sentiment étrange et inconfortable, un vide qui ne pouvait être comblé ni par la richesse ni par le pouvoir. C'était un manque, une absence qui portait son nom. Un abîme s'était creusé entre eux, fait non pas de distance physique, mais d'un silence assourdissant. Une semaine s'écoula sans un mot, sans un signe. Il n'envoya personne la chercher, retenu par les chaînes invisibles de son orgueil et d'une honte qu'il commençait à peine à reconnaître. Il se disait que c'était pour le mieux, qu'elle était retournée à son monde et lui au sien. Mais la nuit, son sommeil était hanté par le son de sa voix lisant la lettre, une voix calme et tranchante qui avait découpé son âme en morceaux. Élodie, de son côté, luttait pour survivre, vendant quelques portraits sur la place du Tertre. Chaque pièce gagnait une petite victoire contre le souvenir de sa cage dorée. Leurs deux mondes, qui s'étaient heurtés avec une violence inouïe, s'étaient à nouveau séparés, laissant derrière eux une traînée d'étoiles mortes et le regret lancinant de ce qui aurait pu être, si seulement il n'avait pas été un prince, et elle, bien plus qu'une simple mendiante. Un soir, alors qu'il cherchait sans savoir quoi dans la bibliothèque abandonnée où il l'avait trouvé dessinant, sa main effleura un vieux registre tombé derrière une étagère. En le ramassant, une feuille de papier glissa et tomba à ses pieds. C'était une de ses esquisses, oubliée dans sa fuite. Ce n'était pas un paysage ni un portrait de commande, mais un autoportrait. Elle s'était dessinée de profil, le menton levé dans une attitude de défi, mais ses yeux, fixés sur un point invisible au-delà de la page,
était empli d'une tristesse infinie et d'une solitude qui fit écho à la sienne avec une violence inattendue. Il resta là, debout au milieu de la poussière et des livres oubliés, tenant ce fragile morceau de papier comme une relique sacrée. Pour la première fois, il ne voyait pas le pari, ni l'objet de sa colère, ni la mendiante qui avait blessé son ego. Il voyait Élodie. Et dans la vérité brute de ce simple dessin au fusain, il commença à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait réellement perdu. Le fusain avait capturé plus que ses traits. Il avait volé un fragment de son âme et l'avait déposé entre ses mains. Louis-Alexandre sentit le papier trembler, non pas de sa propre main, mais sous le poids de la révélation. Chaque ligne, chaque ombre, était une accusation silencieuse de sa cécité. Il avait regardé sans voir, possédé sans comprendre. Une urgence féroce, étrangère à sa nature contrôlée, s'empara de lui. Il n'était plus question d'orgueil ou de victoire, mais d'une soif dévorante de retrouver ce qu'il avait si nonchalamment brisé. Il quitta la bibliothèque, traversant les couloirs dorés de son palais qui lui semblaient soudain faux et vides, une scène de théâtre, après le départ du seul acteur qui comptait. Il donna des ordres, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Il fallait la retrouver, non pour la ramener dans sa cage, mais pour comprendre enfin la lumière qu'il avait tenté d'éteindre et qui, en s'enfuyant, avait plongé son propre monde dans une obscurité totale. Sa quête le mena d'abord à son frère. Il trouva Philippe dans le fumoir, un verre d'ambre à la main, l'air d'un prédateur satisfait. La fureur de Louis-Alexandre était une chose froide et précise, une lame affûtée par le regret. « Tu te réjouis de ta petite victoire ?» siffla-t-il, sa voix tranchant le silence feutré de la pièce. Philippe le regarda par-dessus le bord de son verre, un sourire énigmatique sur les lèvres. « La victoire n'est pas la mienne, Alexandre, et ce n'était pas un jeu. » Il se leva, contournant le billard, son élégance serpentant dans la pénombre. C'était un remède, un poison pour chasser un autre poison. Il s'arrêta face à son frère, son regard perdant soudain toute sa cruauté, pour ne laisser place qu'à une lassitude infinie. La tension entre eux n'était plus celle de deux rivaux, mais celle de deux étrangers liés par le sang, au bord d'une vérité qui menaçait de tout détruire ou de tout reconstruire sur des ruines. « Tu étais en train de mourir, Alexandre. » La voix de Philippe n'était plus qu'un murmure grave, presque une confidence douloureuse. Tu mourais de froid au sommet de ton empire de glace. Tu ne ressentais plus rien. Chaque femme, chaque acquisition, chaque triomphe n'était qu'une ligne de plus dans un registre sans âme. Tu étais devenu un spectre magnifique, une coquille vide et polie. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans le silence. J'ai vu comment elle t'a regardé ce jour-là dans la rue. Elle ne t'a pas vu comme un prince, mais comme un homme, et elle t'a méprisé. C'était la première chose réelle qui te soit arrivée depuis des années. J'ai parié, non pas sur ta cruauté, mais sur sa force. J'ai parié qu'elle serait la seule capable de fracasser la cloche de verre sous laquelle tu étouffais. J'ai parié sur elle pour te sauver de toi-même. La lettre, le scandale, tout n'avait été qu'un électrochoc brutal et désespéré. La vérité frappa Louis-Alexandre avec la violence d'un coup de poing en pleine poitrine. Il recula d'un pas, s'appuyant contre le bois massif du bureau, le souffle coupé. Son frère, son rival cynique et calculateur, ne l'avait pas défié. Il l'avait secouru, avec la seule méthode tordue qu'il connaissait. Toutes ses actions, toute sa cruauté envers Élodie, n'étaient que les convulsions d'un homme se débattant dans un piège qu'il ne voyait même pas. Il n'avait pas été le maître du jeu, mais son principal pion, manipulé par un amour fraternel si maladroit et si profond qu'il en était terrifiant. La honte qui l'envahit fut différente de celle du bal. Ce n'était plus la blessure de son ego, mais la prise de conscience abyssale de sa propre vacuité. Il avait utilisé son pouvoir pour détruire la seule personne qui aurait pu le guérir, sans comprendre quel était le remède, et lui, le poison. Son regard se perdit dans le vide, voyant non pas les murs de son palais, mais le désert de son âme. Il quitta le fumoir sans un mot de plus, laissant Philippe à sa solitude. Il ne prit ni voiture ni garde. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il marcha seul dans les rues de Paris, un prince déchu volontaire, cherchant non pas une captive, mais son salut. Il se dirigea vers Montmartre, la butte où la vie grouillait, colorée et chaotique, un monde si éloigné de son existence ordonnée. Le crépuscule tombait,
peignant le ciel de teintes violettes et orangées, des couleurs qu'il n'avait jamais vraiment remarquées. Il sentait sur lui les regards curieux, parfois méfiants, des passants qui reconnaissaient l'homme, mais ne comprenaient pas sa présence en ces lieux. Chaque pas sur les pavés usés était un acte de pénitence. Il n'était plus le prince de Valois, mais simplement Alexandre, un homme à la recherche d'un cœur qu'il avait lui-même piétiné, espérant contre tout espoir qu'il ne soit pas encore réduit en poussière. Et puis, il la vit, au détour d'une petite place animée, éclairée par la lumière chaude d'un réverbère. Elle était là, assise sur un simple tabouret pliant, un grand carton posé sur ses genoux. Elle dessinait le portrait d'un enfant qui la regardait avec des yeux émerveillés. Elle portait une robe simple. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche d'où s'échappaient quelques mèches rebelles que le vent caressait doucement. Un petit cercle de curieux s'était formé autour d'elle, observant en silence la magie de ses doigts qui dansèrent sur le papier. Elle sourit à l'enfant, un sourire doux et authentique, un sourire qu'il ne lui avait jamais vu. Il s'arrêta dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre. Elle était magnifique dans sa liberté retrouvée, une reine dans son propre royaume de pavés et de fusains. Il comprit alors que le chemin pour la rejoindre ne serait pas fait de quelques pas mais d'une traversée d'océan et qu'il devait d'abord apprendre à nager. Il sortit de l'ombre, un spectre élégant et déplacé dans le théâtre vibrant de la rue. Le murmure de la foule s'éteignit en une onde de curiosité alors que le prince Louis-Alexandre de Valois traversait l'espace qui le séparait d'elle. Chaque pas était une abdication, chaque mouvement une prière silencieuse. Il s'arrêta à quelques mètres, ne voulant pas briser le cercle sacré qu'elle avait créé autour d'elle avec son art. La lumière du réverbère sculptait son visage, révélant une angoisse et une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vues. Il n'était plus le prédateur confiant de la bibliothèque, ni le maître arrogant de la salle de bal. C'était un homme dépouillé de ses titres, de son armure, un naufragé échoué sur les rives de son propre désastre. Élodie ne bougea pas, son fusain suspendu au-dessus du papier, son cœur un oiseau figé en plein vol. Le monde autour d'eux s'était dissous, ne laissant que cet espace tendu, chargé de non-dits et de la promesse d'un orage. Sa voix, quand il parla enfin, n'était pas le commandement glacial qu'elle connaissait, mais un murmure rauque et brisé, à peine audible au-dessus du bruit lointain de la ville. Élodie. Son nom prononcé par lui n'était plus une marque de possession, mais une supplique. « Je n'ai pas d'excuse. Il n'y en a aucune qui puisse racheter la laideur de mes actes. J'étais un homme aveugle, un homme qui mesurait le monde en pièces d'or parce que sa propre âme était en faillite. » Il fit un pas de plus, s'exposant entièrement à la lumière et à son jugement. « J'ai cru que je pouvais vous acheter, vous posséder, vous briser, pour me prouver que rien n'était pur, que tout avait un prix. Mais c'est moi qui étais brisé. Et c'est vous, avec votre fierté indomptable, qui me l'avez montré. J'ai regardé votre art et pour la première fois j'ai vu la vérité. Une vérité que je n'ai jamais pu acheter, seulement détruire. » Ces mots n'étaient pas une stratégie, mais une confession pure et douloureuse, arrachée des profondeurs de sa honte. Un coup de vent fit rouler un morceau de fusain de sa petite boîte qui tomba sur les pavés. Sans une seconde d'hésitation, Louis-Alexandre s'agenouilla. Le geste fit taire les derniers chuchotements. Un prince, à genoux sur les pavés sales de Montmartre. Il ne s'agenouillait pas pour implorer, mais pour servir. Il ramassa délicatement le petit bâton noir, se relevant avec une lenteur infinie. Il s'approcha d'elle, la main tendue, non pas pour la toucher, mais pour lui rendre ce qui lui appartenait. Il lui offrait son outil, son arme, son identité. C'était un acte de soumission totale, une reconnaissance symbolique, qu'il n'avait aucun droit sur son monde, qu'il ne pouvait qu'espérer être autorisé à y entrer. Il lui rendait le pouvoir. Leurs doigts se frôlèrent à peine lorsqu'elle reprit le fusain, un contact si léger qu'il fut plus puissant qu'un baiser, une décharge électrique qui scella le silence entre eux et ouvrit la porte à la parole ou aux larmes. Ses yeux à elle étaient un océan de douleur contenue, mais sa voix ne trembla pas. « Le pouvoir ne se rend pas, prince. Il ne fait que changer de forme. Vous avez utilisé le vôtre pour m'humilier, pour faire de ma vie un spectacle. Vous avez pris ma peur et ma solitude, et vous en avez fait une mise dans un jeu cruel. Vous parlez de vérité, mais la seule vérité que je connaisse de vous est celle d'une cage dorée, de sourires faux et d'un cœur si vide qu'il doit se nourrir de la fierté des autres pour se sentir battre.
Chaque mot était une lame, non pas de vengeance, mais de justice. Elle avait besoin qu'il entende, qu'il comprenne la profondeur de la cicatrice qu'il avait laissée. Vous ne m'avez pas seulement blessé, vous avez profané la seule chose que j'avais, la croyance qu'en dépit de la pauvreté, ma dignité était un trésor que personne ne pouvait voler. Vous m'avez prouvé que même cela pouvait avoir un prix. Elle le laissait voir l'étendue du désert qu'il avait créé en elle. Une larme, une seule, traça un sillon sur la joue de Louis-Alexandre. Il ne l'essuya pas. Il la laissa comme la marque de sa défaite, le sceau de sa capitulation. « Vous avez raison, j'ai tout profané, surtout moi-même. » Sa voix se brisa complètement, révélant l'homme derrière le monstre. J'étais seul. Une solitude si profonde, si glaciale, que je ne la sentais même plus. Et puis je vous ai vu. Vous étiez vivante. Vous ressentiez la colère, la fierté, la douleur. Et j'ai voulu posséder cette flamme, pensant qu'elle pourrait me réchauffer. Mais on ne possède pas un feu, on ne peut que s'y brûler ou apprendre à l'entretenir. Je ne vous demande pas pardon, Élodie. Il est trop tôt et je ne le mérite pas. Je vous demande une chose que je n'ai jamais demandée à personne. Je vous demande une chance de vous montrer non pas le prince qui vous a détruite, mais l'homme qui veut passer le reste de sa vie à apprendre à reconstruire, à vos côtés, si vous le permettez. La pluie fine commença à tomber, lavant la poussière des pavés, se mêlant aux larmes silencieuses qui coulèrent maintenant sur les joues d'Élodie. La foule s'était dispersée, leur laissant l'intimité de la place. Elle regarda cet homme à qui elle avait juré une haine éternelle, et elle ne vit plus le geôlier, mais un autre prisonnier qui venait de trouver la clé de sa propre cellule. Lentement, sa main, celle qui ne tenait pas le fusain, s'éleva et vint se poser sur sa joue humide. Ce n'était pas un geste de pardon, pas encore, mais c'était un geste d'acceptation. L'acceptation de sa douleur, de sa vérité et de la possibilité terrifiante et magnifique d'un nouveau commencement. La tension se brisa, non pas dans un éclat de passion, mais dans un soupir partagé, un souffle de soulagement qui portait en lui la promesse fragile d'un futur à dessiner ensemble, non plus sur le papier d'un contrat, mais sur la toile blanche d'une nouvelle vie. La pluie fine devint une averse purificatrice, lavant la poussière des pavés et les traces de larmes sur leur visage. Elle ne retira pas sa main. Ce simple contact était un pont fragile jeté au-dessus d'un abîme de douleur et de trahison. Louis-Alexandre ne tenta pas de la rapprocher de lui, ni de la convaincre de retourner dans son monde de dorure. Il resta là, immobile sous la pluie, acceptant le froid comme une pénitence méritée. Sa voix, quand il parla de nouveau, était empreinte d'une humilité qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Je ne vous demande pas de revenir au palais. Je ne vous demande rien, si ce n'est la permission de rester ici, dans votre monde, et de mériter chaque regard, chaque mot, chaque seconde de votre temps. Laissez-moi vous prouver, non par des cadeaux, mais par des actes, que l'homme que vous avez entrevu ce soir n'est pas une illusion. Il n'y eut pas de baiser passionné, pas de promesses extravagantes, seulement un pacte silencieux conclu sous le ciel pleurant de Paris, la promesse d'un chemin à parcourir, ensemble, mais chacun à son propre rythme. Les semaines se muèrent en mois, un temps suspendu où les mots étaient rares mais les gestes éloquents. Louis-Alexandre tint sa promesse. Il n'envoya pas d'architectes ou d'ouvriers à Montmartre. Il vint lui-même. Il utilisa sa fortune non pas pour acheter, mais pour construire. Le rêve d'Élodie, un centre d'art pour les enfants des rues, prit forme sous ses yeux incrédules. Elle le voyait jour après jour, les manches de ses chemises de créateur retroussées, de la poussière sur ses joues, discutant avec les artisans, portant des planches, apprenant la différence entre l'ocre et la terre de Sienne. Il ne cherchait pas à l'impressionner, il cherchait à réparer. Chaque brique posée était une excuse, chaque coup de pinceau sur les murs neufs, un mot d'amour qu'il n'osait pas encore prononcer. Elle l'observait de la fenêtre de sa petite chambre, son cœur un champ de bataille, où la méfiance luttait farouchement contre un espoir têtu et grandissant, aussi lumineux que les murs blancs de l'école naissante. Le centre d'art devint leur terrain neutre, le lieu de leur reconstruction. C'est là qu'ils réapprirent à se parler, non pas comme un prince et sa captive, mais comme deux âmes unies par un projet plus grand qu'eux. Il lui parlait de la solitude de son enfance, des couloirs vides du palais qui lui avaient appris à construire des murs autour de son cœur. Elle lui parlait des couleurs, de la manière dont la lumière pouvait changer la perception d'une chose,
de la dignité qu'il y avait à créer de la beauté à partir de rien. Il découvrait une richesse qu'aucun de ses coffres n'avait jamais contenue, celle de créer, non de posséder. Il apprenait les noms des enfants qui venaient déjà, curieux, regarder les travaux, et dans leur rire, il entendait une musique qu'aucune salle de bal ne lui avait jamais offerte. Lentement, presque imperceptiblement, les fondations de leur amour se construisaient, plus solides et plus vraies que celles du plus grand des châteaux. La naissance de leur fils ne fut pas annoncée par des héros royaux, mais par le cri fragile d'une nouvelle vie, dans une modeste chambre qui donnait sur les toits de Paris. Quand Louis-Alexandre prit l'enfant dans ses bras pour la première fois, le dernier vestige du prince arrogant et cynique se brisa en 1000 morceaux. Il regarda le petit visage endormi, un mélange parfait de ses propres traits et de la force indomptable d'Élodie, et il pleura. Des larmes silencieuses et chaudes, des larmes de gratitude, de regret et d'une joie si pure qu'elle en était douloureuse. Il se tourna vers Élodie, épuisée mais radieuse, et son regard était une déclaration d'amour plus puissante que tous les poèmes. Il déposa leur fils dans le creux de son bras et posa sa main sur la sienne. « Ce n'est plus un héritier, » murmura-t-il, la voix brisée. « C'est notre commencement. Je ne serai peut-être jamais un roi parfait, mais je jure devant toi et devant lui d'être un homme bon. » Leur second mariage n'eut rien de royal, et pourtant, il fut le seul véritable. Il eut lieu dans la cour ensoleillée du Centre d'Art, qui portait désormais le nom de la mère d'Élodie. Les invités n'étaient pas des ducs et des comtesses, mais des enfants au visage barbouillé de peinture, des artistes de Montmartre et quelques amis sincères. Élodie portait une robe simple, blanche comme la toile sur laquelle elle allait peindre le reste de sa vie. Louis-Alexandre, dans un costume sobre, n'avait jamais paru plus noble. Il n'y eut pas de contrat, seulement des vœux murmurés, des promesses de patience, de respect et d'un amour forgé dans le feu de l'épreuve. Au lieu d'une tiare de diamants, il lui offrit une couronne tressée avec les fleurs sauvages que les enfants avaient cueillies pour elle ce matin-là. En la posant délicatement sur ses cheveux, il ne la faisait pas princesse. Il reconnaissait la reine qu'elle avait toujours été, la reine de son cœur et de ce royaume de vérité qu'ils avaient bâti ensemble. Depuis la plus haute fenêtre de l'atelier, Paris s'étendait à leurs pieds, non plus comme un échiquier de pouvoir, mais comme un jardin de promesses. Louis-Alexandre entourait la taille d'Élodie de son bras, tandis qu'elle tenait leur fils qui regardait avec des yeux curieux la ville lumière. Le silence entre eux était confortable, rempli d'une paix chèrement acquise. Il se pencha et murmura à son oreille « Tu m'as appris que la plus grande des richesses n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est capable de construire. » Elle se tourna vers lui, et son sourire était la plus belle œuvre d'art qu'il ait jamais vue. Leur histoire, commencée par un contrat de haine, s'achevait sur la page blanche d'un amour plus fort que l'orgueil et plus précieux que n'importe quel royaume. Si ce voyage du mépris à la dévotion vous a ému, partagez dans les commentaires le moment qui a le plus touché votre cœur et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.